mais on le sait, en tous les cas, sur la ligne Argenteuil, il y a des vrais problèmes de train. On va pas dire que c'était fait exprès, mais on explique nous en partie le fait qu'il y ait peu de mobilisation relativement sur ces questions-là, mais il y a eu un vrai travail en amont qui a été fait, un travail par la coordination d'Argenteuil contre l'islamophobie, parce que ça c'est au moins son actif, il faut le dire ici au moins une fois. Ce qui a été organisé ici avec les petits moyens, les petits bras, ça a été fait avec des militants, des militantes associatives du terrain, musulmans, qui sont allés en direction des mosquées, en direction de tous les contacts qu'ils avaient pour faire en sorte de faire un maximum de bruit sur aujourd'hui ce qui apparaît aux yeux de tous comme un des scandales extrêmement graves de ce gouvernement. La question de l'islamophobie, on connaît Argenteuil, c'est pas une situation simplement d'agression de femmes qui portent le foulard, et dans 80% des cas ce sont les femmes qui sont victimes. C'est aussi, et c'est devenu très clairement une affaire d'État. Voilà pourquoi sur les banderoles, sur nos tracts et dans les propos qui vont être tenus, on dénonce et on dénoncera l'islamophobie d'État, c'est-à-dire la responsabilité d'un gouvernement qui, par une inflation des lois, des décrets, stigmatise une partie de la population. On a voulu, pour ce rassemblement, faire en sorte qu'apparaissent ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on n'entend pas. Voilà pourquoi vont prendre la parole successivement des victimes et des victimes de l'islamophobie. À côté d'eux, prendra aussi la parole de l'un des avocats d'une des victimes, Rabia, Maître Mati, et on finira par des prises de parole de militantes associatives sur les questions de l'islamophobie, une militante de MTE, Maman Toutes Égales, et une militante du CRI, Collectif contre le racisme et l'islamophobie. Et enfin, pour conclure, prendra la parole Saïmir, qui est le président de la Voix des Roms, car on l'avait compris, il y avait des liens entre la stigmatisation des musulmans et à d'autres moments de celle des Roms. Et nous allons donner un accent particulier aujourd'hui sur l'islamophobie. Voilà pourquoi on va prendre le temps. On aurait voulu occuper toute la place, c'est pas possible, on va occuper celle-là, mais on va l'occuper de manière sonore et visible. Alors on voudrait commencer par Maître Mati, qui est l'avocat de Rabia sur Argenteuil, qui va vous expliquer un petit peu la situation, ce qui s'est passé et où on est aujourd'hui la situation juridique. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents. Je crois que je vais enlever le micro, ce sera peut-être plus simple, voilà. Donc bon voilà, on m'a introduit, donc effectivement je suis l'avocat de Rabia dans le dossier des agressions d'Argenteuil. Et quand on m'a demandé de prendre la parole hier, je réfléchissais aux propos que j'allais tenir devant vous, sachant que déjà à l'époque, lorsque j'étais amené à m'exprimer, et j'ai toujours essayé de faire en sorte de m'exprimer le moins possible, j'avais absolument conscience du caractère extrêmement sensible de cette question, puisque dès le départ, dès que j'avais été désigné, on m'avait dit « fais attention dans ce type de dossier, ce que tu peux dire ou ce qui se passe peut être la cause d'émeutes, pour dire les choses très clairement. Parce qu'on a peur aujourd'hui en France, une France qui est traversée par la crise, qu'une étincelle vienne tout embraser. Et donc on avait fait cet effort de pédagogie dans l'optique de faire en sorte de ne pas donner une image négative des banlieues de façon générale et des musulmans de façon plus particulière. Et lorsqu'il est arrivé ce qui est arrivé à Trappes, où là, pour le coup, ça a explosé, cela n'était absolument pas une surprise pour moi, puisqu'en réalité, on n'était pas très loin déjà de ce type de situation à Argenteuil. Alors, aujourd'hui, moi, je m'inscris dans la droite ligne de cet état d'esprit, et 8 mois après les faits, il y a un certain nombre de constats que l'on peut faire, et un certain nombre de projections qu'on peut également imaginer. Les premiers constats qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, on a mis en doute, on a mis en cause le sérieux de ces agressions. Lorsque les agressions ont eu lieu, que ce soit Rabia ou Leïla, dont je n'assure plus les intérêts aujourd'hui,
on s'est demandé si ce n'était pas une affaire, si ce n'était pas un coup monté. Ensuite, on a dit que c'était la famille de Rabia qui était peut-être à l'origine de l'agression, de la même manière qu'à l'époque, on avait dit que c'était le mari de Leila qui avait agressé en réalité sa femme. Autrement dit, il ne fallait pas chercher en dehors de la communauté musulmane des responsables de ce qui était le cas de ces deux jeunes femmes. Et donc les musulmans n'avaient pas, de ce point de vue-là, à se plaindre d'une quelconque discrimination qui relèverait de la responsabilité d'un discours politique, d'une politique économique ou de l'État de façon plus générale. Et là, donc il a fallu d'abord se battre pied à pied pour faire reconnaître la réalité de ces agressions. Il aura fallu malheureusement que la seconde agression soit suivie quelques jours après par un avortement forcé, puisque la jeune Leila a perdu son enfant à l'époque, pour que cette sensibilisation qui en découlait oblige quelque part au plus haut sommet de l'État à réagir de façon un peu plus officielle. Alors, effectivement, vous le savez, il y a une ouverture d'information. Aujourd'hui, un juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pontoise a été désigné pour enquêter, donc pour instruire une enquête et une affaire du point de vue pénal pour essayer de déterminer quels peuvent être les responsables de ces deux agressions. Mais au-delà de cela, ce que je tiens à dire, là c'est plus le citoyen qui va parler que l'avocat, c'est que cela nécessite de mon point de vue une réelle prise de conscience au plus haut sommet de l'État de la réalité de ce que vivent un certain nombre de nos concitoyens, qu'ils soient de confession musulmane ou pas d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi très bien parler de ce que vivent les Roms ou les Noirs de façon générale, mais la réalité, oui c'est beaucoup mieux, la réalité elle est qu'effectivement cela nécessite, comme toujours dans l'histoire de ce pays, que les gens se battent pour faire reconnaître la réalité de leur situation. Il n'y a pas d'autre enjeu que de faire reconnaître la réalité de cette situation, parce que ce qui est assez déplorable malheureusement, c'est que dans le même temps, effectivement, on a mis en doute la réalité et le sérieux de ces agressions, et on attend toujours qu'un certain nombre de dispositions soient prises au plus haut sommet de l'État pour dire qu'on n'accepte pas l'islamophobie telle qu'elle est en train de se développer. Et pour cela, il ne suffit pas malheureusement de simples déclarations, même du président de la République lors de son intervention du 14 janvier dernier pour dire qu'il y a des actes anti-musulmans. Non, il faut aussi des actes forts. Et à l'époque, je me rappelle, et je le dis parce que je veux rendre à César ce qui est à César, j'étais intervenu à la demande de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et Abdelaziz Chambi, lorsque j'avais rencontré Manuel Valls dans son bureau, pas très loin d'ici, m'avait demandé de dire qu'il serait bon que toutes les associations qui luttent contre l'islamophobie puissent se réunir autour d'une table pour discuter, pour faire en sorte que justement cette question soit traitée avec le sérieux qu'elle mérite. Aujourd'hui, nous attendons toujours, et ce qui a été constaté, c'est que au niveau du gouvernement, Manuel Valls, pour ne pas le citer, avait pris un positionnement, il nous a reçus certes, mais dans le même temps, du point de vue idéologique, il s'est positionné à côté de quelqu'un comme Caroline Forest, pour ne pas la nommer, qui a tenu des propos extrêmement choquants à l'endroit de Rabia, en expliquant que quelque part, s'il avait été agressé, c'est parce que sa famille jugeait son style de vie un peu trop libre, et donc il fallait plutôt chercher du côté de la famille. Elle ne l'a pas dit de façon sûre et certaine, mais elle l'a gravement laissé entendre. Donc de ce point de vue-là, à la demande du père de Rabia, nous avons introduit une action en diffamation contre Caroline Forest, avec un de mes confrères parisiens, pour que cette diffamation soit reconnue, parce que l'idée et l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, elle se fait sur le terrain judiciaire, mais elle se fait aussi sur le terrain, dans le cadre du débat d'idées. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Vous savez, je suis ici de banlieue, et très souvent on nous a dit, on peut taper sur les musulmans parce que ça ne coûte rien de leur taper dessus, ils ne réagissent jamais. Malheureusement, ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, les musulmans ne demandent ni plus ni moins qu'à être ni plus ni moins que des citoyens comme les autres. Nous ne cherchons pas à être mieux que les autres, mais nous ne voulons pas, de ce point de vue-là, être moins que les autres. Et moi, en qualité d'avocat, j'essaierai simplement de faire mon travail et de faire en sorte qu'effectivement, je ne suis évidemment pas le seul à le faire, je serais très prétentieux à dire que je serais le seul à le faire, puisqu'on a besoin de tout le monde, et de ce point de vue-là, il est important que tout le monde puisse travailler la main dans la main. Je l'avais déjà dit à Argenteuil, je le redis aujourd'hui, la déficience
on va dire, de symbiose des activités, en tout cas dans la lutte des associations musulmanes, est pris comme prétexte aussi pour essayer de disqualifier l'activité et l'action des associations musulmanes. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Je ne suis pas naïf. Je sais très bien que tout le monde ne va pas partir en vacances d'ici quelques mois ensemble parce qu'ils luttent contre l'islamophobie. Mais à un moment donné, lorsqu'il s'agit d'intégrité physique, d'intégrité morale, je pense qu'il faut avoir la décence de réunir un minimum de conditions et de savoir passer au-delà des conflits de personnes pour essayer de créer une synergie. Parce que, encore une fois, je terminerai par là, l'union fait la force. Je ne suis pas naïf, mais on peut toujours y aspirer. Je vous remercie. Merci Maître Maty, voilà. Ça c'est vrai que c'est une des réalités du combat pour faire reconnaître l'islamophobie, c'est qu'il puisse y avoir, malgré les stratégies différentes, malgré les histoires et les légitimités différentes des uns et des autres, il doit y avoir absolument une unité sans faille, et pas seulement des associations à communauté musulmane, il faut qu'elles soient évidemment présentes, mais aussi au-delà. Et ça fait partie du constat aujourd'hui. Dans la bagarre que nous menons, on se sent souvent esselé, divisé, et il va falloir évidemment qu'on serre les coudes, particulièrement dans la période. On l'a dit en début, il s'agissait dans cette bagarre de montrer, parce qu'ils veulent les cacher, parce qu'ils veulent les faire taire, de montrer les premières concernées par les discriminations islamophobes. Et les discriminations islamophobes, ce ne sont pas simplement les agressions dans la rue, ce sont celles aussi qui découlent d'un ensemble de décrets, notamment le décret Châtel. Voilà pourquoi vous venir témoigner ici, Rabia, qui a été agressée à Argenteuil, va venir témoigner Yousra, va venir témoigner Anissa, toutes deux femmes et mères qui accompagnent leurs enfants et qui vivent un quotidien où on les a, comment dire, humiliés régulièrement lorsqu'il s'agissait d'accompagner les enfants en sortie scolaire. Donc je demande à Rabia, et je vous assure que c'est pas ça, parce qu'au départ c'est pas des militantes, c'est des citoyens, des citoyennes qui ont des convictions, mais qui ne sont pas au départ formatés pour les défendre devant un public. Alors Rabia, Anissa et Yousra, si vous voulez bien venir ici, venez toutes les trois. Bonjour à tous, eh bien, je m'appelle Anissa Fati, je suis maman de 3 petits garçons scolarisés dans une école à Montreuil. Voilà, j'ai rejoint le collectif Maman Toutes Égales il y a quelques années de ça, parce que il y a 2 ans et pendant 4 ans, plus de 4 ans, j'ai été exclue de toutes les sorties scolaires avec mes enfants parce que je portais un foulard. Voilà, c'est une situation qui nous a beaucoup touchés, nous les mamans. J'étais pas la seule, on était plusieurs mamans à être refusées à chaque sortie. On nous demandait de retirer notre foulard, ne serait-ce que pour une sortie au parc à côté de l'école, et de le remettre dès qu'on revenait de la sortie scolaire. Voilà, on a vécu l'humiliation pendant des mois, pendant des années. On a rejoint ce collectif qui nous a quand même aidés, soutenus à faire plusieurs actions. On a été humiliés, donc je vous l'ai dit, mais dans l'affaire, les principales victimes, c'est aussi nos enfants. Parce qu'à cet âge-là, en primaire, ils ne comprennent pas pourquoi on refuse leur maman. Leur maman, c'est leur maman, et comme tous les enfants, ils veulent que leur maman participe à plein de projets dans leur vie scolaire à eux. Et malheureusement, on était accepté que quand il s'agissait d'apporter des gâteaux au kermesse et de tenir des stands. Voilà, donc il y a eu quelques années plus tard la fameuse circulaire Châtel, qui date de février ou mars 2012, qui conseillait aux chefs d'établissement de refuser tous les parents qui ont un signe religieux dans leur tenue vestimentaire. Donc c'était pour viser qui? C'était pour viser les mamans musulmanes, parce que dans d'autres religions, il n'y a pas de tenue vestimentaire qui prouve que le parent a telle ou telle religion, mis à part le judaïsme. Mais comme on sait tous, les parents juifs emmènent leurs enfants dans des écoles juives. En tout cas, sur Montreuil, je n'en connais pas. Voilà. Qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu l'avis du Haut Conseil d'État le 23 décembre dernier qui a statué sur cette circulaire Châtel.
et qui nous a donné raison en disant que les parents bénévoles qui participent aux sorties scolaires ne sont pas tenus au devoir de neutralité. Malheureusement, M. Peillon n'a pas voulu abroger cette circulaire qu'on demande depuis des années. Il faut que cette circulaire soit abrogée. M. Peillon ne veut pas l'abroger. Voilà, donc aujourd'hui on continue à se battre quand même. Il y a 2 ans, on a changé d'établissement scolaire pour mes enfants suite à un déménagement. Je suis dans une école voisine à 100 mètres de l'école discriminante. Je participe pleinement à la vie scolaire de mes enfants. Il n'y a aucun problème. Je suis très bien acceptée par l'équipe éducative. Je suis considérée comme une maman comme les autres. Ils ne voient pas en moi la femme musulmane voilée. Ils voient en moi une maman bénévole qui participe à beaucoup de choses dans l'école. Je suis déléguée de parents d'élèves. Je fais plein de choses. Je m'investis énormément. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, qu'il y a quelques mois, le gouvernement avait parlé à l'Assemblée et avait menacé les parents démissionnaires de retirer les allocations familiales. Donc moi, ils me font bien rigoler, ces petits personnages, parce que nous, qui nous investissons énormément dans l'éducation de nos enfants, on nous force à démissionner. Voilà. Je vais laisser Yousra vous parler de son expérience. Merci. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir invités aujourd'hui pour apporter en fait notre expérience très triste malheureusement. Donc moi, suite à un déménagement, je me suis retrouvée dans une nouvelle école au centre-ville de Montreuil. Et tout a commencé l'an dernier, vers le mois d'octobre, où une sortie a été proposée à mon fils qui faisait sa première rentrée en maternelle, petite section. Il découvre l'école, comme ses sœurs, très joyeux. Et donc je me présente à une sortie, la maîtresse très contente de m'avoir auprès d'elle pour accompagner cette sortie au cinéma. Et le jour de la sortie, c'était fin octobre, je me présente donc comme toutes les autres mamans, je prépare les enfants et au moment où on allait sortir, on était dans le préau, il y a la directrice qui vient, qui m'interpelle et qui me dit « Madame, vous accompagnez ?» Je dis « Oui, bien sûr, mais vous savez que c'est interdit, qu'il y a une loi qui interdit aux mamans portant un signe ostentatoire, donc voilée, d'accompagner en sortie scolaire. » Je lui dis « Excusez-moi, mais il n'y a pas de loi. Je suis au courant, il y a une circulaire certes, mais la circulaire n'a aucun pouvoir juridique et ce n'est pas du tout une loi. » Et donc elle a insisté sur le fait de me faire croire que c'est une loi, mais je lui ai dit vous êtes vraiment mal tombé parce que je suis militante au collectif MTE sur cette question-là depuis déjà quelques temps et je sais très bien ce qu'il en est et il est hors de question pour moi d'accepter. Je ne baisserai pas les bras et je me battrai jusqu'au bout. Mais ce jour-là, elle a insisté, m'a dit que de toute façon vous ne pourrez pas aller en sortie avec nous. Donc dégoûtée, humiliée, bredouille, je rentre chez moi et je regarde mon fils un dernier regard en partant. Il avait les larmes aux yeux, il n'a rien compris, c'est un petit de petite section. Je me dis mais c'est pas possible quoi. Donc on en est resté là, mais sans rester là, on a fait pas mal d'actions. On a été reçus par l'inspection de la circonscription qui nous ont dit ça vient pas de nous, ça vient du plus haut. On a écrit des courriers, on a saisi le défenseur de Troyes, bref, avec MTE et d'autres associations, on a fait vraiment quand même beaucoup de choses, dont le CCIF. Et cette année, le problème continue. Mais sauf que j'ai décidé de boycotter, bien évidemment. Je ne participe plus ni à la coopérative, ni aux kermesses, ni aux fêtes, ni à rien du tout. Et là, une des sorties qui a été faite cette année, j'ai pris mon fils et je suis partie directement avec lui au cinéma où on a retrouvé sa classe, ses élèves, les élèves et la maîtresse. Et je lui dis, de toute façon, je fais ce que je veux, j'ai quand même le droit d'aller au cinéma avec mes enfants. Voilà. Et le combat continue. Dernièrement, j'ai été encore à la bibliothèque et cette fois soutenue par l'enseignante même de mon fils qui me dit que moi, je fais ce que je veux. Donc je suis restée quand même à l'extérieur parce qu'elle ne veut pas avoir de problème. Et j'ai pris mon fils et j'ai accompagné la classe en même temps. Et franchement, c'est dommage parce que les enfants, c'est des enfants qui sont purs, qui sont innocents. Personne n'a fait aucune remarque sur ma tenue vestimentaire. Ils étaient tous là, très contents. C'est la maman d'un tel, c'est la maman d'un tel. On posait des questions, je répondais, tout se passait très très bien.
On a eu pas mal de discussions avec la directrice pour lui dire que c'est dommage parce que pour l'intérêt de l'enfant, vous ne pouvez pas exclure des mamans juste parce qu'elles sont voilées. C'est inadmissible, c'est contre les droits humains, c'est contre la liberté. Tous les matins, j'arrive à l'école, le gros truc, liberté, égalité, fraternité, mais je sais pas à quoi il sert parce que finalement, on le vit pas réellement, c'est pas vrai. Et on continue à se battre. On a été quand même reçu par Monsieur Brison, le directeur de l'inspection académique de Bobigny, qui nous a reçus avec notre député Monsieur Razi Hamadi, puis bon, tout le collectif, des membres du collectif de MTE. Il nous a promis qu'il allait intervenir auprès de la directrice parce que c'est son supérieur hiérarchique et que la directrice attend toujours des directives de son supérieur hiérarchique. Et il nous a dit qu'il allait intervenir et que pour lui, sa position est très claire. On ne choisit pas les parents selon leur couleur ou leur tenue vestimentaire ou leur pensée ou quoi que ce soit, du moment qu'ils ne sèment pas de troubles à l'ordre public. Mais on choisit les parents selon leurs compétences. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons envoyé donc des lettres en recommandé, on a appelé, mais on attend toujours l'intervention et le combat continue. Voilà, je vous remercie tous. Je voulais juste rajouter un petit truc. On avait demandé un rendez-vous avec le cabinet de Monsieur Valls pour parler justement de la question des accompagnements scolaires et des mamans voilées. On a eu 2 rendez-vous qui ont été annulés. Un rendez-vous, le premier a été annulé un jour avant. Et le deuxième rendez-vous, on avait rendez-vous le 5 décembre dernier. Ils ont annulé 1 heure avant le rendez-vous. Donc on se demande s'ils ont peur de nous, c'est quoi leur souci. Donc voilà, je trouve que c'est inadmissible et je voulais en parler aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je me présente Rabia. J'ai été victime d'une agression en mai dernier. Voilà, j'ai été agressée par 2 hommes que je n'ai pas pu identifier. Et parce qu'ils sont venus, ils m'ont un peu agressée lâchement. J'ai pas pu voir leur visage, ils m'ont mis à terre, ils m'ont frappé, insulté. Et voilà, j'ai été reçue au commissariat d'Argenteuil par le commissaire Gouinex. Mais bon, il m'a un peu... je sais pas comment dire ça. Excusez-moi, j'ai pas les mots. Il t'a un peu impressionné. Oui, voilà, il m'a un peu impressionné, il m'a mis la pression. Il m'a demandé de ne pas en parler par peur qu'il y ait des représailles. Et donc j'en ai parlé à mon père qui a fait le nécessaire, qui en a parlé autour de lui, parce que moi personnellement j'allais pas en parler. J'ai même pas mis au courant mon père au début, puis après j'ai préféré qu'il le soit. J'ai été aussi reçue avec Monsieur Valls. Et écoutez, il n'y a rien. Voilà. Pour moi, mon affaire, elle a été étouffée. Il n'y a pas de nouvelles. Et voilà, c'est pas une affaire d'antisémitisme. C'est que de l'islamophobie, c'est ça. Voilà. J'espère qu'il y aura des nouvelles. J'espère qu'ils vont pouvoir attraper les hommes qui ont fait ça à moi et aux autres femmes qui ont été agressées. Et voilà, faut se battre et il faut continuer. Et voilà. Merci à tous. L'un des aspects de ce qui s'est passé à Argenteuil avec Rabia, quand même, faut le dire, parce que ça a été dit, c'est vrai. D'abord un coup de pression des flics, y compris pour ne pas reconnaître le caractère raciste de l'agression, mais une agression de droit commun. C'est-à-dire, voilà, non, c'est pas parce que vous étiez musulmane, madame, c'est parce que, voilà, il y a des méchants, voilà, et vous êtes victime des méchants. Bon. Et puis le deuxième aspect, quand même, c'est dans l'histoire, c'est que très rapidement, quand il se passe des trucs comme ça, c'est bizarre. Il se trouve qu'il y a des gens dans les quartiers populaires, on les oublie toute l'année. Mais quand il y a une agression comme ça, eh bien, il y a des institutionnels qui viennent chez toi, ils frappent à la porte. Tu rentres, tu ouvres, tu les fais rentrer, tu leur donnes le thé, le café.
Et il t'explique, que ce soit la mairie ou d'autres, surtout, ne faites pas de bruit, pas de manifestation, pas de rassemblement. On va régler ça dans un cadre juridique. Aujourd'hui, la justice, c'est le mois de mai, comme tu l'as dit, eh bien, les fameuses caméras, parce que c'est aussi un argument électoral en pleine élection municipale. On nous met des caméras partout. Eh bien, les fameuses caméras, on ne sait pas pourquoi, lorsque c'est des habitants des quartiers populaires qui se font agresser, soit par les flics, soit des agressions islamophobes, tout d'un coup, les caméras, elles deviennent aveugles. Nous, on s'interroge pourquoi les caméras, elles sont capables de repérer sans aucun problème. Et on a vu des petits voleurs de scooters à une certaine époque, d'un certain fils de monsieur, 3 petits points, qu'on a retrouvé assez rapidement, je parle du fils de monsieur Sarkozy, sans problème, ça roule bien. Par contre, des agressions physiques, caractérisées, islamophobes, affirmées, eh bien là-dessus, il n'y a rien. Le deuxième élément dans cette affaire-là, c'est que monsieur Valls avait promis de venir à Argenteuil en pleine période de Ramadan. Et il était prêt à venir à Argenteuil pour rencontrer le collectif dans une mosquée. Le collectif a répondu très simplement et calmement, venez à Argenteuil, on ne se rencontrera pas dans une mosquée, on se rencontrera dans un lieu public, devant la presse, on fera un rassemblement, vous direz ce que vous avez à dire devant tout le monde, on vous écoutera, on vous répondra. Et évidemment, il ne faut pas s'étonner de la fin de l'histoire. Monsieur Valls, on l'attend toujours à Argenteuil, il a un permis de passage quand il veut, nous il n'y a pas de problème, au contraire, on saura l'accueillir pour lui demander ce qu'il en est de ces histoires-là, pourquoi la justice elle avance très rapidement dans certains cas, et à d'autres moments il y a le coup de frein à main, on étouffe, et quand on étouffe, c'est pas qu'on étouffe simplement la justice, on étouffe des douleurs, on étouffe des personnes, on étouffe des familles, et on veut étouffer derrière tout ça évidemment. La réalité c'est celle-là, la visibilité de l'islam dans ce pays-là, le fait qu'il y ait des musulmans et des musulmanes qui veulent s'affirmer en tant que tels, c'est ça qu'on veut étouffer et c'est avec ça qu'ils jouent actuellement, particulièrement en période électorale. Et bien évidemment, nous on a décidé de jouer la carte contraire, de rendre visibles les victimes, de continuer à se battre comme font les femmes de MTE, comme le fait Rabia avec son papa et toutes les victimes de l'islamophobie aujourd'hui. Nandela. Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum, au risque d'être radical, parce qu'apparemment ça pourrait virer. Je prends le risque. Je vous passe le salam. Donc moi je vais parler de Maman Toutes Égales. Maman Toutes Égales, c'est les réseaux du collectif École pour tous et toutes qui est né à la veille du vote de la loi de 2004, du 15 mars 2004, qui excluait les jeunes filles portant le foulard de l'école. Ce réseau s'est réuni en fait avec d'autres réseaux militants, des mamans qui subissaient les exclusions, parce que les mamans, on parle de la circulaire Châtel, mais les mamans portant le foulard subissent des exclusions de sortie scolaire depuis 2004. Depuis 2004, voire même avant, alors que la circulaire d'application de la loi de 2004 précisait justement que les parents d'élèves n'étaient pas concernés par la loi. Donc pour vous dire que quand il s'agit des musulmans, quand on exclut, tout est bon. On se sert de la loi de 1905, mais tout est bon pour exclure les musulmanes. Donc ce petit réseau s'est réuni le 28 mars 2011 pour créer Maman Toutes Égales. Et donc là, le réseau s'était élargi par rapport à 2004 parce que des personnes qui, jusqu'alors, étaient pour la loi de 2004 nous ont rejoints parce qu'on estimait quand même que là, il y avait des abus. Et nous, on n'a pas compris que dans un contexte justement où la démission des parents est régulièrement dénoncée et mise en avant comme une cause expliquant les difficultés du système scolaire à remplir sa mission, il paraissait paradoxal d'exclure des parents mobilisés. Parce qu'il faut le dire, quand l'école est menacée de fermeture de classe, ceux qui sont là pour lutter, c'est les mamans portant le foulard. Elles sont là aux côtés des enseignants. Et par contre, pour les sorties scolaires, on leur dit, vous n'êtes pas dignes. Et nous, à Maman Toutes Égales, on tient aussi à rappeler à nos concitoyens que la loi finalement est de notre côté.
Parce que la loi de 1905, bien sûr que beaucoup tentent de vider de sa substance autour de ces mamans pour lutter, pour leur dire que la loi est de leur côté. Et certainement pas ce qu'on leur dit, une circulaire serait une loi et que la loi veut les renvoyer à la maison. Ce qui est horrible aussi, c'est de voir que, justement, au nom du féminisme et de l'égalité, on leur dit vous n'avez pas le droit de porter le foulard. Par contre, quand il y a des fêtes à l'école, on sollicite ces mamans pour faire des gâteaux. On rentre les mamans dans la cuisine. Par contre, elles ne sont pas dignes de sortie scolaire. Et allez encore m'expliquer que ça, c'est du féminisme. J'ai vraiment du mal. Alors, Maman Toutes Égales s'est concentrée précisément sur la circulaire Chatel, dont on veut l'abrogation. Pourquoi? On est quand même conscient que cette lutte s'inscrit dans une lutte beaucoup plus large contre l'islamophobie. Mais puisqu'on n'a pas pu gagner encore, même si nous ne baissons pas les bras par rapport à la loi de 2004, nous avons voulu avoir une victoire ciblée par rapport aux mamans. Parce que là, nous avons senti qu'une victoire était possible. Et comme je le disais tout à l'heure, l'avis du Conseil d'État qui réaffirme le principe, qui dit justement que les mamans ne sont pas tenues au devoir de neutralité, normalement cet avis-là rend caduque la circulaire Chatel. Et pourtant, le ministre de l'Éducation nationale dit maintenir cette circulaire. Qu'il a horrifié d'ailleurs quand ça a été voté à l'époque par Chatel, parce que lui il était dans l'éducation, dans l'opposition. Ça l'avait horrifié, maintenant qu'il est au pouvoir, eh ben, il s'en prévaut pour pouvoir exclure. Ben, la loi, on s'en sert comme ça nous arrange finalement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'abrogation simplement et clairement de la circulaire Chatel, mais aussi des directives claires contre les exclusions. Parce qu'avant la circulaire Chatel, il y avait des exclusions, pendant il y a des exclusions, donc je pense que l'abrogation seule ne suffit pas. Il va falloir donner des directives claires contre les exclusions. Nous dénonçons l'indifférence de M. Payon à notre égard, parce que nous lui avons adressé à maintes reprises des lettres qui sont restées lettres mortes, justement, sans nouvelles. Nous dénonçons également le mépris, comme vous disiez Anissa tout à l'heure, du ministre de l'Éducation nationale. Son cabinet nous a accordé plusieurs rendez-vous qui ont été annulés, comme elle vous l'a dit, 1 heure avant pour le dernier. Et c'est très humiliant. Et pourtant, lui-même parle de la dignité des personnes quand il s'agit d'autres soucis que je ne citerai pas. Maintenant, il va falloir parler de stratégie. Parce que des brèches s'ouvrent, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des grandes organes et de partis politiques. Et il faut s'en saisir pour pouvoir élargir. Élargir parce que seuls, nous ne pourrons pas gagner. Seuls, nous ne pourrons pas y arriver. Il va falloir élargir au maximum et faire comprendre aux Français que quand une partie de la population est touchée par des discriminations, c'est toute la France qui est touchée. Ça s'élargit. Aujourd'hui, c'est les musulmans, mais demain, tout le monde est menacé. Si on laisse faire demain, tout le monde est menacé. D'ailleurs, si les filles voilées se font agresser dans la rue sans que personne ne bouge, c'est pourquoi? Parce que les gens qui les agressent savent que les gens pourront passer dans la rue et n'interviendront pas. C'est pour ça qu'ils se donnent le droit de pouvoir agresser. S'ils savaient qu'il y a une solidarité derrière, que les personnes qui passeront devant cette agression ne laisseront pas faire, je pense qu'ils hésiteront, en tout cas ils y réfléchiront à 10 fois avant de pouvoir les agresser. Sachez juste que en 1989, avec la première affaire du voile, la loi n'a pas pu être votée. Pourquoi? Parce que les laïcards étaient minoritaires. 2003, ils sont majoritaires. Et 2004, la loi est votée. Depuis 2004, nous faisons notre travail. Il va falloir que nous, on inverse cette tendance. C'est-à-dire qu'on renverse en fait la force qu'on ramène de notre côté. Il va falloir y travailler. 10 ans sont passés depuis 2004. Et nous fêterons tristement d'ailleurs cet anniversaire. Ce qu'il faut, c'est créer des alliances. Des alliances auprès des spécialistes du droit. Parce que moi, j'en rencontre énormément et je vous assure qu'ils ne sont pas d'accord et ils n'interprètent pas les lois de la façon dont c'est fait actuellement au niveau de la laïcité. Ce qu'ils voient, c'est plutôt une laïcité inclusive. Et donc, il va falloir inverser la tendance et faire changer le rapport de force pour pouvoir non seulement faire arrêter cette tendance liberticide concernant les musulmans et aussi demander l'abrogation de toutes ces lois-là qui visent une fois de plus les musulmans. Et pour ça,
les élections approchent. Il va falloir que les musulmans s'engagent. Parce que, il faut savoir, les personnes qui nous stigmatisent savent qu'il n'y a pas de risque politique. S'ils savaient qu'en touchant sur les musulmans, demain leur poste est menacé, jamais ils n'oseront toucher. Mais ils savent très bien qu'on peut agresser les musulmans, les insulter, et pourtant rester Premier ministre, rester ministre de l'Intérieur, être maire de sa ville. Donc là, le risque politique, il va falloir l'inverser aussi, s'engager pour montrer qu'on est là et aller voter. Parce que la politique, si on ne la fait pas, on la subira. Je vous remercie. Bravo. Merci Bella. Voilà, comme ça vous avez le mode d'emploi pour la suite. Après, Leïla du Christ, si tu veux bien venir, s'il te plaît, te présenter. T'as oublié? Alors, je vais commencer, je vais prendre ça là. Alors, je me présente, Leïla, présidente de la coordination contre le racisme et l'islamophobie en Ile-de-France. Donc, juste pour vous situer un petit peu, c'est une association qui lutte contre l'islamophobie au quotidien, une association qui a été créée il y a 5 ans et qui a désormais plusieurs antennes en France. Donc là, c'était justement pour, histoire de vous situer un petit peu. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je commencerai par la définition de l'islamophobie, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui de mettre l'accent là-dessus. Déjà, telle que la vivent les musulmans, mais aussi telle qu'elle est perçue par les non-musulmans, je pense que c'est important de prendre cela en considération. Je vais essayer d'être courte, mais je ne me promets rien. Alors, l'islam est vu dans un premier temps comme un bloc monolithique, un ensemble statique, un ensemble stable qui ne bouge pas. D'ailleurs, c'est ainsi que les médias laissent un petit peu le fantasme se propager, hein, puisqu'on nous fait croire justement que c'est une organisation qui est forte, une organisation qui possède un lobby puissant et qui de par cela, réussit à imposer des choses, à savoir justement le halal et d'autres choses de ce genre-là. Je pense que justement ces personnes sont assez loin de la réalité des musulmans et c'est la raison pour laquelle ils peuvent se prononcer aussi, je dirais, partiellement. Alors, c'est une religion également qui est vue de façon... qui est vue comme étant une religion inférieure, et là je pense que très clairement ça a un rapport justement avec son origine en France, à savoir dans un premier temps la colonisation, dans un second temps également ça a à voir avec l'arrivée massive des immigrés maghrébins en France. Donc quelque part ça a été un petit peu lié l'un à l'autre. D'ailleurs on entend très souvent arabo-musulmans à tort, puisque des musulmans il y en a de toute origine, il y en a partout dans le monde, et ce n'est pas quand on est au Maghreb, d'ailleurs c'est l'un des endroits où il y en a le moins. Je pense que là-dessus personne ne pourra me contredire. C'est également une religion qui est vue comme étant une religion barbare. Alors, barbare, là j'ai envie de dire, il faut remonter très loin dans l'histoire. Pour ceux qui se souviennent un petit peu de leur cours d'histoire, il faut remonter un petit peu aux croisades. Donc 732 à Charles Martel. Mais également, c'est une religion qui est vue, je dirais par certains, qu'ils soient athées ou d'autres confessions, c'est une religion qui est dite irrationnelle. Donc c'est assez intéressant. Et également, c'est une religion, alors là bien sûr, hein, je pense que là on sera d'accord là-dessus, c'est une religion qui est décrite comme étant sexiste, certes, mais également primitive. Et là, on en vient directement au voile, à savoir... c'est clairement un rapport avec le voile. Ces femmes qu'on a souhaité libérer de l'emprise de leur mari, donc on a essayé en pensant réellement que c'était peut-être ça, mais elles se sont vite confrontées à un mur de la part de ces femmes qui ont elles-mêmes défendu leur droit de porter le voile sur le sol français parce qu'elles sont françaises et qu'elles sont musulmanes, et qu'on a le droit d'obtenir aujourd'hui, on a le droit d'avoir plusieurs identités. Alors oui, on peut être français, on peut être musulman, on peut être d'origine étrangère, on peut être parisien, on peut être lyonnais, on peut être pour quelqu'un du Maroc, tangérois ou autre. On a le droit d'avoir plusieurs identités, c'est même une fierté, c'est même une richesse pour la France, et qu'on se le dise. Alors, j'ai envie de dire aussi...
Excusez-moi, hein, je me suis un petit peu emportée là, donc du coup, il va falloir que je reprenne un petit peu mes esprits. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas pu les définir comme étant justement soumises, puisque elles-mêmes aujourd'hui revendiquent leur droit de porter le voile, j'en suis moi-même un parfait exemple d'ailleurs, et mes sœurs qui sont derrière et qui ont elles-mêmes parlé au micro tout à l'heure, en sont un magnifique exemple. Elles luttent à leur façon pour pouvoir garder ce voile sur leur tête qui définit leur identité musulmane. Et elles tiennent bien évidemment à leur citoyenneté française, qu'on se le dise. Alors, il faut aussi prendre en compte, il faut aussi souligner un fait qui est très important. C'est que la France, comme elle n'a pas pu justement, quand je dis la France, attention, je parle bien évidemment de la sphère politico-médiatique, et j'en parlerai tout à l'heure encore une fois. La France aujourd'hui, la politique française, les hommes politiciens français ont, puisqu'ils n'ont pas réussi à dévoiler les femmes, à les aider à cela, alors aujourd'hui on les diabolise, aujourd'hui on les stigmatise. Aujourd'hui, on les insulte. Aujourd'hui, on fait d'elles des parias. Aujourd'hui, on fait d'elles des femmes qu'il faut mettre de côté. Aujourd'hui, on fait d'elles, surtout, des femmes qui sont un danger pour la République. Et c'est juste aberrant que d'entendre cela, que de la part d'un ministre de l'Intérieur, un homme qui est censé, disons-le, qui est censé apporter l'égalité entre tous les citoyens et non pas créer la division, créer la haine, et ce dès le plus jeune âge. Alors, c'est une religion qui est également dite violente, agressive, menaçante, qui soutient le terrorisme, quoi d'autre ? Qui également est partie prenante d'un choc de civilisation. Important de le savoir. Alors ça vient pas de moi, hein. Ça vient d'une étude qui a été faite en 97 par, et là je dirai pas le nom parce que j'ai juste du mal à le dire, mes amis le savent très bien, c'est un petit mot en anglais un peu compliqué pour moi du coup. Alors je disais, il suffit... Ah non, j'oserais pas. Alors, pardon ? Écris-le. Non, mais c'est pas grave. Elle dira au micro tout à l'heure. Alors je disais, il suffit juste d'écouter un tout petit peu les journaux, d'écouter un petit peu la télévision, d'écouter un petit peu la radio pour se rendre compte qu'effectivement, certains estiment aujourd'hui, de par justement les réactions politico-médiatiques, qu'il faut nettoyer la France de la gangrène musulmane, tout simplement. Et elle est encouragée aujourd'hui par la politique française. Elle est encouragée, et puisque nous sommes justement à côté, alors... c'est le moment ou jamais de le crier haut et fort, de dire que nous aussi, puisque la politique française est complètement désinhibée, est complètement décomplexée pour pouvoir insulter les musulmans, pour pouvoir les discriminer, pour pouvoir les mettre de côté, insulter leurs femmes, insulter leurs hommes, insulter leurs enfants, alors nous aussi, tout simplement. Alors nous disons à M. Valls qu'il n'est pas digne d'être ministre. Tout à fait. La démission de Valls serait une très bonne chose, effectivement. Alors, je vais continuer. Oui, alors, une chose très importante, d'où le fait justement que je marque mes petites phrases, puisque du coup, sinon je les oublierai, et c'est très important que de les dire. Alors, qui donc lui fait croire à ce monsieur que sa fonction lui donne le droit de créer le chaos dans ce pays qui est le nôtre? Qui lui donne ce droit-là aujourd'hui à M. Valls, qui justement camoufle toutes les dérives et toutes les bassesses et tous les problèmes de la France derrière des petits feux d'artifice qui nous lancent ici et là, entre les Roms une fois, les musulmans une autre fois, Dieudonné une autre fois. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'a que ça à faire, nous, de parler de ça tout le temps. On n'a pas de travail, on n'a plus rien, et M. Valls n'a que ça à faire, ainsi que son président d'ailleurs, qui n'est franchement pas le mien. Alors, je vais continuer. Alors je disais, la France ne s'est jamais aussi mal portée, et là, je pense qu'il est bon temps de mettre des mots sur une douleur. Alors, ces citoyens suffoquent
par la pauvreté qui les prend à la gorge. Les prestations sociales implosent, le chômage explose, les SDF se battent des bouts de trottoir, les files d'attente des aides alimentaires n'en finissent plus, l'éducation souffre, les emplois stables sont des mirages, le monde carcéral est un enfer inhumain, la justice se laisse dicter ses lois par des voyous de la République. Et aujourd'hui, on n'a plus que ça à faire que de parler des musulmans et des Roms. C'est juste incroyable. Et avec tout ça, la seule chose qui choque la sphère politico-médiatique actuelle est la citoyenneté. Et les citoyens, les citoyennes aussi, de confession musulmane qui souhaitent simplement pouvoir travailler, apporter leur pierre à l'édifice, pouvoir faire grandir ce magnifique pays qui est la France et qui est le nôtre. Et on n'a rien à prouver là-dessus. Et au lieu de ça, aujourd'hui, on apprend aux gamines, dès le plus jeune âge, qu'est-ce que la haine. On leur apprend à être mises de côté, on leur apprend à être discriminées, on leur apprend, de par le fait d'être discriminées, à discriminer peut-être à leur tour un jour ou l'autre, qui sait. Et on apprend aussi à ces enfants que leur mère, parce qu'elle porte un voile, n'est pas digne d'être mère, n'est pas digne d'être citoyenne, n'est pas digne d'être un simple être humain. Alors, peut-être qu'il serait temps pour M. Valls de cesser d'utiliser sa fonction à des fins personnelles. Voilà, parce qu'il faut le dire, et je pense que lorsque M. Valls dit justement qu'il, alors je l'ai noté tout à l'heure, qu'il sera éternellement lié à Israël, quand même, c'est quand même une chose extraordinaire. Que de tenir de tels propos et d'être dans un même temps complètement islamophobe, complètement discriminant, on va dire porteur de haine. Peut-on dire ça? Oui? Très bien. Alors, où suis-je? Où en étais-je? Alors voilà. Alors je disais justement qu'il arrête d'utiliser sa fonction à des fins d'injustice personnelle même, et de s'intéresser un petit peu plus à l'état détestable de la France et des Français. Donc, et pour terminer, par rapport à l'étude, elle serait également une idéologie qui serait politique, qui serait, on va dire, qui serait, je le dirais, qui serait plutôt politique et à des fins militaires. Mais là, encore une fois, c'est un grand fantasme. Là, on rentre dans la dimension, j'ai envie de dire, plutôt internationale. Donc, on a assez à faire avec la France. Alors, l'hostilité que l'on peut aisément lire, voir et entendre à l'égard des musulmans et des musulmanes est bien souvent utilisée pour justifier des pratiques discriminatoires à l'égard des musulmans, ainsi que leur marginalisation dans la société. Et elles rendent également naturelle et légitime l'hostilité à l'égard des personnes musulmanes, des êtres humains, soit dit en passant. Ce serait intéressant de le rappeler à nos chers politiciens, puisque ça ne coûte rien. Et justement, ils les déshumanisent, j'ai du mal avec ce mot. Déshumanisme, voilà, c'est ça tout simplement. Et ainsi, on évitera les trop grandes manifestations de soutien. Excusez-moi. Alors, bon, finalement, je pense que la dernière page elle va partir, parce que là, j'ai pas envie de vous endormir non plus. Hein. Alors, l'islamophobie aujourd'hui s'exprime de différentes façons. Elle s'exprime déjà comme étant une discrimination, qu'elle soit à l'emploi, qu'elle soit à l'éducation, qu'elle soit à la santé, qu'elle soit, alors là, tenez-vous bien, ne serait-ce que même dans la sphère, associative, puisque une jeune femme voilée s'était fait justement recaler des Restos du Cœur. Je pense d'ailleurs qu'à ce niveau-là, ils portent mal leur nom, mais bon voilà, elle s'est fait rejeter parce qu'elle porte un voile sur la tête alors qu'elle voulait juste être bénévole et aider ses citoyens, ses amis, ses frères. Voilà, donc
Elle se traduit d'autres façons également. C'est une violence qui est faite, qui est verbale ou qui est physique et qui est faite à l'égard des hommes et des femmes, mais particulièrement des femmes, il faut quand même le préciser, de confession musulmane, en raison de leur appartenance réelle ou supposée d'ailleurs, puisque si vous êtes basané, on peut, et avec une petite barbe, vous avez oublié de vous raser en 3 jours, c'est passé pour un extrémiste, donc c'est assez rapide en fait. Alors voilà, c'est aussi une violence qui est faite aux différentes institutions, qu'elles soient simplement... Alors on va chercher les morts jusque dans leur tombe, c'est pour vous dire. On va profaner justement les cimetières, on va insulter, on va mettre des croix gammées sur les mosquées. Il y en a, mais si vous saviez le nombre, c'est juste innombrable, c'est impressionnant. Le nombre de mosquées qui se fait profaner tous les jours, des croix gammées, des têtes de cochon, des courriers avec du porc à l'intérieur, etc., etc. Alors c'est aussi, pour terminer, des préjudices sur ce paragraphe-là uniquement, pour terminer, des préjudices sur le plan psychologique. Et là, on peut dire merci à la sphère politico-médiatique encore une fois. C'est un racisme institutionnalisé, un racisme d'État, il faut le dire. C'est très important de le rappeler. Et justement, qui rappelle les heures les plus sombres de la France. Elle rappelle, et là je le répète encore une fois, elle rappelle les heures les plus sombres de la France. Et si la France n'a pas été capable de pouvoir prendre en considération son passé, de pouvoir tirer des leçons de son passé, alors elle court droit à la catastrophe et elle va se manger un mur ahurissant. Parce que les musulmans sauront se tenir prêts le moment venu. Alors, ah oui, important. Tout à l'heure, la jeune femme, justement, et je l'ai noté tout à l'heure, j'y ai pensé lorsqu'elle le disait, on parlait du slogan liberté, égalité, fraternité. N'est-ce pas magnifique? Alors, est-il encore d'actualité ce slogan? Moi, je le remplacerais bien par une liberté bafouée, par une inégalité et par une inimité. Voire même, je rajouterais hostilité, tiens. Ce serait assez important que de dire justement à M. Valls qu'il récolte tout simplement ce qu'il sème. Alors je pense que ça correspond mieux à la réalité française d'aujourd'hui, telle que nous la présente dans les médias et dans la politique. Alors les conséquences, elles sont nombreuses. Alors déjà aujourd'hui, le parcours d'une musulmane est digne d'un parcours du combattant, il faut le savoir. Il y a plusieurs portes qui sont fermées devant elle, d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'une musulmane qui est voilée, il faut le savoir, avant même elle n'a même pas besoin d'aller postuler parfois, puisque avant même qu'elle n'y pense, ces portes-là sont fermées devant elle. Le voile est interdit à certains endroits, c'est juste... Voilà, c'est son nom, c'est indigne. Je pense que ce terme, ce qualificatif est celui qui représente le mieux aujourd'hui l'État français. L'indignité. C'est je pense, le mot le plus juste. Alors, comment dire? Oui, alors, oui. Cette discrimination, comment a-t-elle été créée? Bon là, elle date depuis longtemps, l'islamophobie ne date pas d'aujourd'hui, on le sait tous. Mais aujourd'hui, très clairement, on a quand même un État complètement islamophobe. On a un président de la République qui va parler de la laïcité en disant que ça garantit le culte de chacun, mais apparemment pas des musulmans. Puisque justement, dans le même temps, lorsqu'il entend qu'une femme musulmane est voilée, est agressée, alors il fait la sourde oreille. Lorsqu'ils entendent qu'une femme est bafouée dans la rue, qu'elle est insultée, qu'elle a été traînée par terre, sa dignité en a pris un coup, alors on a un ministre de l'Intérieur et on a un président de la République qui tout d'un coup n'ont plus ni oreille, ni bouche, ni plus quoi que ce soit. Ils ne parlent plus. On a fait face à un mutisme impressionnant. On a demandé une table ronde avec le ministre de l'Intérieur, puisque justement on avait rencontré le préfet du Val d'Oise. On a demandé cette table ronde. On n'a pas été entendu. On n'a pas été exaucé. On attend toujours d'ailleurs, puisqu'apparemment l'islamophobie est loin de faire partie des préoccupations au même titre justement que le sont
que l'est l'antisémitisme. Mais à juste titre, j'ai envie de dire, hein, puisqu'il faut combattre toutes les formes de racisme. Ou bien alors, tel que l'a été justement le couple d'Asiatiques qui a été agressé, et encore une fois, à juste titre, puisqu'il faut condamner ce qui est injuste. Mais au nom de quoi, lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, lorsqu'on est président de la République, se permettons de faire des discriminations ainsi, des injustices de la sorte? C'est juste intolérable, et aujourd'hui, il faut le faire savoir. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que on a quand même un État français aujourd'hui qui nous parle de communautarisme comme étant une gangrène, hein, comme étant quelque chose qu'il faut éviter, qu'il faut absolument